Bonjour à toutes et à tous, bonjour aux élèves de 3e et bienvenue pour une nouvelle émission d'histoire ce matin sur ACB. Nous allons aborder un nouveau chapitre qui s'intitule « Indépendance et construction de nouveaux États ». On se situe dans l'après-guerre, 1945-1970 environ, et ce chapitre-là va parler d'une question peut-être plus simple à comprendre, il s'agit de la question de la décolonisation. Donc vous avez vos livres sous les yeux. Vous avez également vos fiches de travail. On va commencer par l'introduction. Je vous propose comme question: comment les colonies accèdent-elles à l'indépendance? Comment l'Inde britannique devient-elle un État souverain et indépendant? Dans une première partie, l'étude porte sur l'indépendance de l'Inde, sur le processus d'accession à cette indépendance et sur la manière dont elle est acquise. Nous traiterons donc ce thème dans une première partie, tandis que dans une deuxième partie, nous verrons les origines et les étapes de la décolonisation dans le monde. Un grand A traitera des causes de cette décolonisation, un grand B des étapes, et nous ferons une parenthèse sur la décolonisation dans l'océan Indien, dans les pays autour de la Réunion. Enfin, on verra à quel nouveau statut accèdent ces pays-là et à quel type d'organisation ils vont appartenir. Je vous propose de revoir deux définitions importantes dans l'introduction. La première définition, c'est la définition d'une colonie. Vous l'avez déjà vu l'année dernière lorsqu'on a abordé l'histoire des colonies, notamment l'histoire de la Réunion. Les colonies existent depuis l'Antiquité, grecque et romaine. Ça correspondait à des terres conquises sur lesquelles les colons pouvaient exploiter la terre. Donc on peut noter dans l'introduction, première définition, une colonie est un territoire conquis exploité ou peuplé, par une puissance étrangère extérieure. Le deuxième mot à connaître, c'est le mot décolonisation. Décolonisation vient du verbe décoloniser, vous le devinez. Décoloniser signifie enlever une colonie. Donc la décolonisation, processus par lequel une colonie devient indépendante. En effet, une colonie est sous domination étrangère, elle n'est pas indépendante. Si la colonie est supprimée, le contraire, c'est un territoire souverain et indépendant. D'où le titre du chapitre « Indépendance et construction de nouveaux États ». Pour préparer cette leçon, on aurait pu travailler les questions 1 et 2, page 112 de votre livre. Donc si on prend le document 1, page 112, on a sous les yeux un planisphère avec le titre « Les empires coloniaux en 1945 ». Alors c'est vrai qu'on se replace après la Seconde Guerre mondiale et ça correspond à la deuxième grande partie du cours d'histoire. On a deux principales couleurs sur cette carte. On a la couleur orange qui correspond à des possessions, donc des colonies françaises, et puis la couleur jaune qui correspond à des possessions ou des colonies britanniques. Et puis vous avez quelques colonies, par exemple néerlandaises, c'est-à-dire les Pays-Bas, et puis italiennes ou belges par exemple. Ce qui ressort de cette carte, c'est que ces pays colonisateurs viennent d'Europe. C'est une colonisation européenne. Deuxièmement, cette colonisation s'exerce principalement sur deux continents, le continent africain, qui est pratiquement en totalité colonisé, et puis le sud du continent asiatique, sud et sud-est. La colonisation en Amérique du Sud est plus ancienne, c'est celle qu'on voit
au XVe siècle avec les colonies espagnoles et portugaises. Et à ce moment-là, ces anciennes colonies d'Amérique du Sud ont déjà accédé à l'indépendance. Il en est de même pour les anciennes colonies anglaises telles que les États-Unis, le Canada, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Les deux principaux territoires coloniaux, et on parle même d'empire colonial, et ça on l'avait déjà vu au XIXe siècle, c'est l'empire colonial français ou les possessions coloniales françaises en orange et l'empire colonial britannique en jaune ici. Et c'est à cet empire britannique et plus précisément à l'empire des Indes que l'on va s'intéresser aujourd'hui, puisque le 1 de votre cours s'intitule l'exemple de la décolonisation de l'Inde britannique. Comment l'Inde obtient-elle son indépendance? Cette colonie britannique en Inde n'est pas nouvelle. La compagnie anglaise des Indes orientales, compagnie commerciale, va ouvrir des comptoirs dès le XVIIe siècle sur les côtes indiennes à Madras, Bombay ou Calcutta. Au milieu du XVIIIe siècle, cette compagnie anglaise va prendre le contrôle de la région du Bengale à l'est de l'Inde. L'influence anglaise va ensuite grandir et à la moitié du XIXe siècle, en 1850, les Britanniques contrôlent la majeure partie de cette Inde actuelle, du Pakistan et du Bangladesh. C'est en 1858 que l'Empire britannique des Indes, les Anglais appellent ça le Raj, sera créé. Le contrôle de la région est retiré à la Compagnie anglaise des Indes et donné directement à la couronne britannique. Les Britanniques développent la culture du thé, mais également l'exportation du coton et des arachides. C'est ainsi que les paysans indiens sont contraints de cultiver ces cultures marchandes au détriment de leur culture vivrière et maraîchère, et ils deviennent ainsi dépendants d'un système contrôlé par les Britanniques qui leur impose cette culture-là. Le coton est envoyé en Angleterre, dans les usines textiles, et les Anglais ramènent des tissus en Inde qu'ils vont vendre ensuite aux Indiens. Cette dépendance et cette transformation des systèmes agricoles expliquera en partie des famines que ce pays va connaître dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Quand on aborde la question de l'indépendance de l'Inde, il faut évidemment évoquer le nom de Gandhi, le Mahatma Gandhi. C'est un des acteurs principaux de cette indépendance et sur la planche de documents que je vous avais envoyée, nous avons une biographie sur Gandhi. Si on prend donc cette planche de documents, document 1, on va lire cette biographie de Gandhi. Gandhi, 1869-1948. Né à Port-Bandar en 1869 dans une famille hindoue aisée, Gandhi fait des études de droit à Londres puis devient avocat en Afrique du Sud. Il est de retour en Inde en 1915 et à partir de 1920, il combat pour l'indépendance du pays en prônant la non-violence. Il lance le mouvement de désobéissance civile contre les Anglais, grève des impôts, refus d'acheter des produits anglais et de toute collaboration avec les Anglais. Il est emprisonné, ce qui le fait apparaître comme un saint injustement persécuté. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 1939-1945, le Mahatma, qui signifie la grande âme, en sanskrit, lance un nouveau mouvement de désobéissance civile, le mouvement Quit India, et il est de nouveau arrêté. Après la guerre, il s'efforce d'empêcher la partition des Indes britanniques en deux et condamne les violences entre hindous et musulmans. Il est assassiné par un extrémiste hindou en 1948. Vous remarquez que sur la vignette, il est habillé à l'européenne. En effet, il va étudier le droit à Londres et c'est quelqu'un qui connaît bien la civilisation européenne, ce qui lui permettra peut-être de mieux la combattre. On a vu qu'il a vécu en Afrique du Sud et en particulier dans la ville du Cap, où il prendra la défense de la communauté indienne et il tentera de lutter contre son exploitation et pour la défense des droits civiques de cette communauté, avec déjà des méthodes de désobéissance civile. Pour Gandhi, la désobéissance civile, c'est un moyen de lutte, mais il y a un autre aspect qui est la non-violence. Je vous proposais sur la fiche de travail de regarder la chronologie, page 114, sur laquelle on retrouve une partie des éléments dont je viens de vous parler. Donc pour la trace écrite, on pourrait noter
Le mouvement indépendantiste indien s'est organisé depuis le début du XXe siècle, globalement 1920, notamment avec l'action de Gandhi, 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 qui défend une lutte non violente. Point. Il utilise la désobéissance civile, entre parenthèses, non-participation aux institutions, refus de remplir les obligations fiscales, c'est-à-dire de payer les impôts, les obligations militaires, refus d'être enrôlé dans l'armée, etc. À ce sujet d'ailleurs, un des moyens de lutte utilisés à l'époque, c'était de faire des sittings, c'est-à-dire de s'asseoir dans la rue de façon non violente pour montrer son désaccord. Un de ces moyens de lutte est également ce qu'on appelle le boycott, B-O-Y-C-O-T, qui a donné le verbe boycotter. Donc sur votre fiche, vous avez le boycott, entre parenthèses, cessation volontaire de toute relation, ici commerciale, refus d'achat de produits anglais. Alors ce mot vient d'un anglais qui s'appelait Charles Boycott, et cet anglais était régisseur, intendant, dans une propriété agricole anglaise en Irlande. Irlande, colonie anglaise également. Et cet intendant qui traitait mal les fermiers, en réponse, les fermiers ont refusé de verser ce qu'ils devaient aux propriétaires. Ils ont boycotté, ça vient de là, le mot boycott. Et ça se passait donc en 1880 en Irlande. Si on reprend l'itinéraire de Gandhi, on peut à ce moment-là se placer en 1920. 1920, on est au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et l'Inde sort appauvrie de cette Première Guerre mondiale, notamment à cause de l'augmentation des impôts et des taxes auprès des Indiens. Il y aura une vague d'agitation en 1918-1920. Il y aura des grèves importantes dans le textile à Bombay, par exemple, avec 125 000 travailleurs en grève. Il y aura des émeutes de la faim également dans les villes. Il y aura un massacre important à Amritsar. On compte également 200 grèves différentes avec, on le note à l'époque, des fraternisations entre communautés hindoues et musulmanes. À cette époque-là, Gandhi, qui fait partie d'un grand parti politique qui s'appelle le Parti du Congrès, transforme ce parti en un mouvement de masse combattant la domination coloniale. Il utilise donc à ce moment-là les moyens de lutte dont on vient de parler. Il y aura deux étapes ensuite importantes dans la lutte menée par Gandhi. La première date de 1930 avec ce qu'on a appelé la marche du sel. En effet, à cette époque-là, les Indiens avaient interdiction par le pouvoir britannique de récupérer du sel pour leur propre compte. Donc le sel qu'on pouvait récupérer par exemple sur le bord de mer en faisant évaporer l'eau de mer. Et symboliquement, Gandhi va mener une marche de plus de 300 km qui va le mener jusqu'à l'océan Indien où il va symboliquement prendre dans ses mains un peu de boue salée dont on pouvait tirer du sel et montrer comme ça, et il y a une photo a été prise à l'époque, qu'il désobéit et qu'il prend lui-même du sel pour son propre compte, pour le compte de l'Inde et des Indiens. Et ceci, évidemment, pour inviter ses compatriotes à ne plus respecter l'interdiction britannique et le monopole d'État que les Anglais voulaient imposer sur le commerce du sel, en imposant les prix qu'ils fixaient et évidemment en y retirant des bénéfices. Ce boycott, on pourrait dire, des impôts sur le sel est suivi par nombre d'Indiens, 60 000 Indiens d'ailleurs, contrevenants sont emprisonnés. Gandhi lui-même est mis en prison, il va passer 9 mois. Finalement, le responsable anglais de l'Inde, qu'on appelle à l'époque le vice-roi de l'Inde, cède et accorde aux Indiens le droit de collecter eux-mêmes le sel. C'est une sorte de première victoire. Cet événement d'ailleurs nous rappelle un autre moment de l'histoire qu'on a appelé le Tea Party, lorsque les colons anglais vivant en Amérique refusaient les taxes imposées par la couronne britannique, et ça se passait en 1773. Une deuxième grande étape de la lutte de Gandhi nous rapproche de la période étudiée. Ça se déroule en 1942. Gandhi lance l'appel au mouvement Quit India,
c'est-à-dire quitter l'Inde, lorsque le parti politique dont il fait partie, le parti du Congrès, on le verra, demande le départ des Britanniques. Sinon, il menace de lancer une campagne massive de désobéissance civile. Gandhi est emprisonné et il y a des manifestations et des grèves massives, parfois même d'ailleurs des manifestations violentes, puisqu'il y aura des bombes, des incendies de bâtiments publics. 90 000 personnes sont emprisonnées. Certains d'ailleurs rentrent dans la clandestinité. Il y a même à l'époque une radio clandestine qui s'appelle Congress Radio et qui lance des messages et des appels à l'insurrection, en tout cas à la contestation. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, même si les Indiens se sont battus auprès des Britanniques dans l'Indian Army, le mouvement de revendication et d'indépendance va redémarrer avec l'impulsion, là encore, de Gandhi. Le gouvernement anglais, lui, de son côté, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, est relativement progressiste. C'est un gouvernement travailliste et il n'est pas fermé à l'option de l'indépendance. Il va donc y avoir des négociations qui vont être menées. L'interlocuteur des Britanniques, eh bien, ce sont des Indiens qui sont organisés en différents partis politiques avec lesquels des négociations sont engagées. On le voit, document 4, page 115, une photographie sur lesquelles on voit le responsable britannique et ses interlocuteurs. Alors on peut reprendre la fiche de travail et noter, document 3, page 114, on le reverra un petit peu plus loin, document 3, après la Seconde Guerre mondiale, le Royaume-Uni entame des négociations. Le Royaume-Uni entame des négociations dans l'Empire des Indes britanniques avec les partis nationalistes. Avec les partis nationalistes indiens. Parti nationaliste indien. Alors, nationaliste, ce mot-là, on a une note de vocabulaire, page 121. On va lire ça. Mouvement nationaliste, donc ça vient du mot nation, nationaliste, ça a donné le nationalisme, par exemple. Je reprends, mouvement nationaliste, mouvement qui lutte pour la libération des populations et des territoires colonisés. Alors, on peut prendre le document 3, page 114, comme indiqué sur la fiche de travail, pour mieux comprendre la position des autorités britanniques face à cette demande d'indépendance. Donc, on va lire ce texte, déclaration du Premier ministre britannique Clement Attlee à la Chambre des communes, à Londres, le 20 février 1947. Je lis le texte. Le gouvernement pense que le moment est venu de faire passer la responsabilité du gouvernement de l'Inde dans les mains indiennes. Il est dès lors essentiel que tous les partis mettent fin à leurs différends, c'est-à-dire leurs désaccords, pour être prêts à prendre en charge les grandes responsabilités qui leur incomberont l'année prochaine. Donc vous voyez que là, il imagine donc la suite et l'indépendance. Donc. Les intérêts commerciaux et industriels britanniques en Inde peuvent s'attendre à ce que leur activité reçoive une place juste dans le nouveau contexte. Les relations entre l'Inde et la Grande-Bretagne sont anciennes et amicales et continueront à servir leurs intérêts mutuels. Donc là, les Britanniques sont surtout intéressés dans cette affaire à pouvoir maintenir des relations économiques et commerciales avec leur ancienne colonie, avec l'Inde. Et c'est ce qui se fera après des négociations d'ailleurs, puisque l'Inde acceptera de faire partie du Commonwealth, c'est-à-dire cette sorte de marché commun britannique où le Royaume-Uni entretient avec ses anciennes colonies des relations commerciales privilégiées, avec notamment l'absence ou en tout cas des taxes limitées et diminuées. Alors il est intéressant maintenant de revenir sur la photographie document 4, page 115, où justement on voit les négociations d'indépendance cette année-là. Alors les acteurs, vous avez au centre le Britannique Lord Mountbatten, qui est le vice-roi de l'Inde à ce moment-là, au centre numéro 1. Numéro 2,
à gauche, vous avez Nehru. Alors Nehru, c'est le disciple de Gandhi. Vous avez une petite biographie sur Nehru, page 120. On peut la prendre. Jawaharlal Nehru, 1889-1964, page 120. Avocat et disciple de Gandhi, dirigeant du parti du Congrès, il milite pour l'indépendance de l'Inde. Il est l'une des rares figures du tiers-monde et du non-alignement, on le verra plus tard. Donc lui représente Gandhi et il représente le parti de Gandhi, je vous en ai parlé tout à l'heure, le parti du Congrès. Il représente aussi la communauté hindoue. Numéro 3, vous avez ensuite Jinnah, Ali Jinnah, qui est, lui, le dirigeant de la Ligue musulmane. Effectivement, l'Inde est peuplée par des hindous, mais aussi par des musulmans, c'est ce qu'on appelle les Arabes à La Réunion. Et lui est le représentant du parti musulman qu'on appelle la Ligue musulmane. De dos, ce n'est pas indiqué sur la photo, mais il s'agit de Baldev Singh, le représentant de la communauté sikh, qui est également présent pour ces pourparlers. À ce sujet, je vous recommande de regarder le petit document 2 que je vous ai mis sur la planche, qui permet de clarifier ces différents interlocuteurs et leurs objectifs respectifs. Après avoir vu la position des Britanniques, on l'a vu qu'ils sont finalement favorables à une indépendance, on va lire le document 1, page 114, qui va nous donner d'une part la position de la Ligue musulmane et de l'autre part la position du parti du Congrès. Donc on commence avec le document 1A, les arguments de la Ligue musulmane, discours justement d'Ali Jinnah, le 7 avril 1946. Je lis le texte. La solution du parti du Congrès peut être résumée ainsi. Le gouvernement britannique doit d'abord accorder l'indépendance et transmettre l'appareil de l'État aux hommes du Congrès, qui mettront en place un gouvernement national selon leur propre conception. Au contraire, la Ligue musulmane se fonde sur la réalité. J'ai expliqué en détail les différences fondamentales entre hindous et musulmans. Il n'y a jamais eu, pendant tous ces siècles, d'unité sociale ou politique entre ces deux principales nations. Notre solution se fonde sur la partition du territoire de ce sous-continent en deux États souverains, l'Hindoustan, c'est-à-dire un territoire indien à majorité hindoue, et le Pakistan, c'est-à-dire un territoire à majorité musulmane. Donc vous voyez ici que le représentant de la Ligue musulmane imagine une indépendance, mais avec deux États différents, un État hindou et un État musulman. On va lire maintenant le document 1B, titré « Les inquiétudes de Gandhi ». C'est un article paru dans Harijan, le 28 octobre 1939. Vous voyez que c'est pas récent par rapport à la date de 1947. Je lis le texte. « Le destin de l'Inde est-il de subir une vivisection en deux parties, l'une musulmane, l'autre non musulmane? Et qu'adviendra-t-il aux musulmans qui vivent dans les villages où la population est majoritairement hindoue, et réciproquement aux hindous là où ils ne sont qu'une poignée dans les provinces de la frontière? La voie suggérée par la Ligue musulmane est celle du conflit. » Donc vous voyez, Gandhi n'est pas d'accord avec cette idée de partition. Effectivement, son parti, le parti du Congrès, est plutôt favorable à une indépendance dans l'unité entre notamment les deux religions, hindoues et musulmanes. Donc on peut noter sur la fiche de travail, document 1, page 114, l'idée d'une indépendance dans l'unité de l'Inde, défendue par le leader du parti du Congrès avec un C majuscule, Congrès avec un E accent grave, parti du Congrès à majorité hindoue. Donc vous avez le vocabulaire page 115, défendu par le leader du parti du Congrès à majorité hindoue, c'est Nehru, et par Gandhi également, Nehru et par Gandhi, s'oppose à l'idée de la Ligue musulmane,
défendu par Jinnah, J-I-2-N-A-H, par Jinnah, J-I-2-N-A-H, qui demande la création d'un État musulman. On peut revenir un instant sur Nehru et Gandhi. Nehru était en effet le disciple de Gandhi, mais ils étaient parfois en désaccord. Nehru avait plutôt tendance à soutenir les partis et les intérêts capitalistes en Inde, alors que Gandhi, et Nehru le suivait, était quelqu'un de profondément religieux, adepte de la philosophie indienne et végétarien. Cet homme qui luttait pour l'aide aux pauvres, par exemple, pour la libération des femmes. Gandhi était aussi pour la fraternité entre les communautés. Il était contre les discriminations vis-à-vis des castes inférieures, par exemple. Il se battait pour l'autosuffisance économique, l'indépendance économique de l'Inde, mais surtout pour l'indépendance de son pays et contre la domination étrangère. Mais c'est aussi quelqu'un qui, au-delà de ses méthodes non violentes de lutte, qui remettait en cause la modernité occidentale. Et évidemment les formes d'autorité et d'oppression que l'Occident pouvait reproduire en Inde. Gandhi remettait en cause ce type de développement économique. On le voit notamment lorsqu'on voit les photos de Gandhi où il est habillé à la façon traditionnelle. Il porte ce qu'on appelle la dhoti, qui est une sorte de grand pagne fait en coton. Il y a même des photos assez étonnantes où on le voit arriver en Angleterre car il va participer à des pourparlers avec les Britanniques. Il arrive en Angleterre en savate et avec ce pagne-là et avec des vêtements pas du tout adaptés au froid et à la pluie anglaise. C'est quelqu'un qui défendait l'indépendance économique et qui le montrait à travers ses vêtements. C'est des vêtements qu'il tissait lui-même, notamment avec le rouet, une sorte de roue, le charka en indien. Et on retrouve cette roue qui ressemble à une roue de charrette de loin sur le drapeau indien. Mais c'est le rouet que Gandhi utilisait pour filer lui-même le coton, et les paysans le suivaient, se mettaient à filer eux-mêmes le coton plutôt que d'acheter les cotonnades qui arrivaient d'Angleterre et que les Anglais voulaient imposer sur le marché indien. Alors pour revenir aux négociations de 1947, eh bien, les Britanniques accordent l'indépendance à l'Inde le 2 juin 1947. C'est l'option du parti du Congrès qui est retenue, c'est-à-dire l'option d'une Inde unie, une Inde qui devrait se faire normalement dans l'unité. Donc on peut noter sur la fiche de travail, document 4, page 115, le 2 juin 1947, c'est une date à retenir, vous pouvez la souligner en rouge, en tout cas l'année 1947, le Royaume-Uni accorde l'indépendance à l'Inde. Accorde l'indépendance à l'Inde. On continue le cours avec le grand B de cette première partie. Grand B, la partition de l'Inde. Qu'est-ce que la partition de l'Inde et quelles en sont les conséquences? Vous le devinez, l'Inde dans l'unité ne sera pas possible. On peut prendre à ce sujet le document 5, page 115. C'est une carte intitulée « La partition de l'Inde » en 1947. Alors vous avez en légende d'un côté la partition du territoire, de l'autre côté les conséquences. On commence avec la zone qui est entourée de rouge, qui correspond à l'Empire des Indes britanniques avant 1947. Vous remarquez au passage qu'à l'est, la Birmanie faisait partie de cet empire, et cette colonie britannique sera indépendante une année plus tard, en 1948. On remarque par ailleurs deux grandes couleurs principales. Vous avez tout d'abord en orange, en légende, il est noté Union indienne, majorité hindoue, alors qu'en vert, en légende, vous avez marqué Pakistan, majorité musulmane. Donc vous le devinez, le pays ici va être partitionné, partagé, on pourrait dire, d'un côté des hindous, de l'autre côté des musulmans.
Mais vous remarquez que la partie musulmane, appelée Pakistan, est elle-même divisée en deux parties, avec le Pakistan occidental à l'ouest et le Pakistan oriental à l'est, ce qui n'est pas simple pour un État d'avoir comme ça deux territoires séparés et distants. Alors suite à l'indépendance accordée par les Britanniques, et finalement une indépendance dans un cadre relativement non violent, c'est une indépendance pacifique, les Britanniques n'ont pas fait la guerre à ce moment-là, eh bien c'est au lendemain de l'indépendance que des conflits vont naître. Donc le désaccord existant entre les communautés religieuses et les partis en tout cas va donc mener à ce qu'on appelle une partition, c'est-à-dire une coupure en parts différentes, une coupure du territoire. Alors cette partition se fait de façon plus ou moins logique, c'est-à-dire que le Pakistan, c'est vrai, ce sont des régions à majorité musulmane, et l'Union indienne, c'est vrai, ce sont des régions à majorité hindoue. Cependant, la répartition n'est pas parfaite, si vous voulez. D'un côté ou de l'autre, il y a, comme le disait tout à l'heure dans le texte de Gandhi, il y a des gens qui sont hindous, qui vivent dans le Pakistan, et il y a des musulmans qui vivent dans l'Union indienne. Donc ce qui va se passer, c'est un déplacement énorme. Plus de 10 millions d'Indiens vont se déplacer. Les hindous du Pakistan allant en Union indienne et les musulmans de l'Union indienne allant dans le Pakistan. Et lorsqu'ils se déplacent, ces gens-là, eh bien, ils laissent tout sur place. Ils laissent leur maison, leurs terres, leurs outils, leur bétail. C'est une véritable déchirure, c'est une véritable migration, comme les migrations, on peut les voir aujourd'hui. Ça s'accompagne de violences du côté des deux communautés. On remarque qu'au nord de l'Inde, la région du Cachemire, elle aussi partagée en deux, et c'est une région où il y aura des soulèvements au lendemain de l'indépendance et également des massacres. Et c'est une région qui pose toujours problème aujourd'hui, l'Inde et le Pakistan revendiquant l'appartenance de cette région. Au passage, le découpage politique a évolué puisque aujourd'hui le Pakistan oriental est devenu le Bangladesh depuis 1971. Et c'est un pays indépendant de ce qu'on appelle le Pakistan tout court aujourd'hui, qui est à l'ouest. Le rêve de Gandhi d'une indépendance dans l'unité s'écroule et Gandhi sera hélas d'ailleurs assassiné l'année suivante, en 1948, non pas par un extrémiste musulman comme on aurait pu s'y attendre, mais par un extrémiste hindou. Alors si on reprend notre fiche de travail, document 5, page 115, on peut noter le désaccord entre hindous et musulmans. Le désaccord entre hindous et musulmans provoque la séparation, la partition en deux États. Premier tiré, vous avez l'Union indienne, donc le pays s'appelle d'ailleurs toujours aujourd'hui l'Union indienne, même si l'union n'est pas faite. Donc l'Union indienne à majorité hindoue, à la ligne deuxième tiré, et le Pakistan à majorité musulmane. Le Pakistan à majorité musulmane. Lui-même séparé en deux régions, le Pakistan occidental et le Pakistan oriental. Le Pakistan occidental et le Pakistan oriental. Cette séparation en deux du Pakistan, c'était pour des raisons pratiques, c'est-à-dire que dans ces deux régions, on avait des communautés musulmanes importantes. Et on se voyait mal déplacer les gens du Bengale pour aller vivre dans le Pakistan occidental. Je vous l'ai dit, cette situation va provoquer des massacres. Alors, le document 2 n'est pas tout à fait daté de cette époque-là, puisqu'il date de 1946, mais ça nous montre déjà, même avant l'indépendance, des affrontements entre hindous et musulmans. Document 2, page 114, ça se passe à Calcutta. Donc on peut noter, cette situation provoquera des conflits violents entre les deux communautés religieuses, pour terminer cette première fiche, et le déplacement de plus de 10 millions de personnes. Et le déplacement de plus de
10 millions de personnes dans un pays qui à l'époque fait 500 millions d'habitants. Aujourd'hui on est à plus d'1 milliard. Voilà pour ce premier exemple de décolonisation avec l'exemple de l'Inde. Allez voir les liens vidéo qu'on vous a proposés pour avoir des images. Il y a également un film sur la vie de Gandhi qui est très intéressant. Et puis on continuera la prochaine fois sur les origines et les étapes de la décolonisation de façon plus générale avec un zoom fait sur les pays de la région de l'océan Indien.